Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce séminaire sur la transformation digitale de la fonction finance en 2020. Je suis Grégory Mignon, votre expert consultant use, accompagné aujourd'hui de Patrice Rummer, expert Bonjour. digital. Et nous allons démarrer d'ici 30 petites secondes maintenant. Beaucoup de participants sont encore en train de nous rejoindre. Nous avons laissé 5 petites minutes pour permettre à ces personnes de nous rejoindre correctement. Je vais juste profiter de ces secondes qui nous restent pour vous demander de me confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien l'écran que je vous ai partagé de manière à démarrer avec les meilleures conditions techniques. Je vois Valérie qui nous a salué. Bonjour Valérie sur le chat. N'hésitez pas à utiliser le bloc questions ou le bloc chatter qui se trouve à droite de votre fenêtre GoToWebinar dans les blocs disponibles. Et vous pourrez nous poser d'ailleurs toutes vos questions au fur et à mesure du déroulé de cette présentation. Donc j'ai des retours positifs, notamment de qualité. Voilà. Donc, et je vous propose de démarrer sans plus attendre. Et tout le monde voit et entend parfaitement, confirmé par Ingrid. Très bien. Donc aujourd'hui, nous allons avoir donc comme thématique de comprendre comment va s'opérer la transformation digitale de la fonction en 2020 et comment faire la bascule des premières initiatives jusqu'à la consolidation. Et on va parler aujourd'hui d'un profil de DAF 4.0 qui sera leader ou qui ne sera pas en fonction effectivement des démarches entreprises. Pour ça, Patrice, expert dans ce domaine, va pouvoir nous éclairer sur cette nouvelle vision du DAF en 2020. L'agenda que je vous propose de dérouler va être le suivant. Une première partie donc animée par Patrice qui parlera donc de l'expérience utilisateur, du big data et des enjeux de sécurité qui font partie de la transformation digitale. On fera un point, je prendrai la main sur le DAF 4.0. Est-ce que c'est un profil plutôt sprinter? Est-ce que c'est un marathonien? C'est un coach? C'est un arbitre? Tout ça à la fois. On va faire le décryptage ensemble sur cette nouvelle fonction. Quels outils pour ce nouveau DAF? Mais qu'est-ce qu'il faut effectivement mettre en place? Vers quoi il faut tendre pour aller matcher avec ce nouveau profil 2020? Et puis, on fera un point sur les solutions de dématérialisation du processus, qu'on appelle P2P, Purchase to Pay, c'est-à-dire de la gestion des achats jusqu'au paiement des commandes. Et on va pour ça vous présenter la panoplie parfaite qui va répondre à ces besoins. On terminera par les temps d'échange, de questions-réponses que vous pourrez nous poser. Donc, Patrice va effectivement présenter cette thématique. N'hésitez pas, les micros seront fermés évidemment parce que vous êtes très nombreux aujourd'hui pour éviter d'avoir du brouhaha ou pour éviter de ne pas pouvoir prendre des questions correctement. Donc, le bloc questions va pouvoir vous permettre de les poser au fur et à mesure et on va y répondre en fin de session. N'hésitez pas, même si on n'y répond pas tout de suite, en fin de session, Patrice et moi-même reprendront la main pour y répondre. Patrice, je te donne désormais la main. Je te laisse te présenter et aborder le thème qui nous concerne aujourd'hui. Merci Grégory. Tout d'abord, bonjour à vous tous. Alors, qui suis-je? Je suis Patrice Romer, je suis consultant chez Goodinfo. Goodinfo qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement de différentes structures dans la transformation digitale. Et par ailleurs, je suis contributeur régulier dans la presse économique et financière, telle Option Finance, Point Banque, Technologie bancaire ou par exemple les éco-études. Donc, de quelle manière le DAF, pour moi, est-il au cœur de la transformation digitale? Tout d'abord, je pense que la transformation numérique est au cœur des stratégies portées par les DAF. Alors, pourquoi? Parce qu'ils sont au centre des flux financiers, ils sont au centre des données, de l'information et de nombreux processus. Constamment, ils évaluent les conséquences financières, les conséquences organisationnelles, humaines ou commerciales, ou environnementales au fil du basculement des transitions à la fois numériques ou sociétales, notamment les RSE. Le DAF se concentre également à la fois sur les aspects informatiques, sociaux, réglementaires de la transformation. Et ça, il convient de le rappeler. Donc, ils sont au cœur du moteur, je dirais. Les DAF portent la transformation. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, ils ont impulsé des activités de gestion documentaire. C'est pas une nouveauté. Ils ont également assuré l'automatisation des opérations, porté la mise en place de signatures électroniques ou encore installé des applications d'intelligence artificielle. Et donc, leur objectif est d'optimiser la décision et les différents traitements. Et ce n'est
que le début de l'accélération. D'ailleurs, une étude d'Accenture montre que 77% des CFO déclarent chercher à améliorer les performances de l'entreprise grâce aux technologies disruptives. De manière générale, les entreprises ont tout à fait conscience de la nécessité de se transformer. Les plus petites également, puisque les 2/3 des décideurs jugent que les outils numériques sont indispensables dans le fonctionnement de leurs activités et ils envisagent de se lancer pleinement dans la transformation à la fois numérique et liée à la RSE, selon France Numérique. Le DAF est aussi doté de nouvelles compétences dans les métiers numériques. Leur rôle va changer, ça va évoluer très rapidement dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que tout d'abord, de nombreuses tâches peuvent être automatisées. Les systèmes d'intelligence artificielle peuvent faire rapidement et mieux. On le voit au quotidien. Quand vous prenez par exemple votre application Google ou tout un tas d'applications qui sont sur vos mobiles, il y a de l'intelligence artificielle. Et donc les métiers de la fonction financière ne vont plus se faire de manière cloisonnée. On va évoluer vers des fonctions d'animateur autour des données financières et extra-financières, ou encore on va mener beaucoup de projets avec des compétences qui sont transférables. Certaines tâches vont disparaître, d'autres sont naissantes. Et les DAF font cette transformation au sein de l'entreprise. Par exemple, ils remplacent les tâches à faible valeur ajoutée dans la réconciliation de factures et de paiements par des solutions d'IA. Selon les estimations, 40% des opérations effectuées par les fonctions financières peuvent être réalisées par des IA. Dans le cadre de factures électroniques, certaines technologies utilisant l'IA automatisent 80% sans aucune intervention humaine. La lecture de documents, par exemple, permet de classer rapidement, et ce sans erreur, et de lier les données et la bonne information, et du coup, de fournir la bonne analyse. C'est un temps précieux et majeur qui est gagné. Les DAF simplifient également les travaux administratifs, l'organisation et l'automatisation pour améliorer la valeur. Autre élément, je crois, c'est qu'avec l'IA et les solutions numériques, ils réalisent de nombreuses choses. Ils introduisent des IA dans l'entreprise. Et ça, c'est vraiment majeur et c'est pour ça qu'ils sont au cœur de la transformation digitale des entreprises. Ils s'en servent comme assistants, ils contribuent à leur diffusion au sein de l'entreprise et dans la gestion financière, dans l'évaluation des risques, dans l'élaboration de scénarios et de prévisionnels, l'IA indique où sont les risques et offre des scénarios pour accompagner le DAF et le décideur. Il y a un recentrage du DAF sur le décisionnel pour aider à la prise de décision. Le DAF amène alors la meilleure solution à l'entreprise grâce à sa capacité stratégique et à sa connaissance précise et ses besoins de sa structure. Les DAF apportent de nombreuses activités de conseil et d'opération auprès des différents décideurs de l'entreprise, auprès des différentes parties prenantes. Les solutions permettent de nous assister sur tous les éléments factuels, mais aussi dans l'organisation ou la conformité. L'ensemble des collaborateurs peuvent désormais connaître en temps réel la situation de leur entreprise ou l'offre des concurrents. C'est inédit. Auparavant, c'était impossible. Donc, on le voit, l'IA ou le numérique, de manière générale, facilite le travail ou la prise de décision en accélérant l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble de l'information et l'ensemble des systèmes et de l'organisation. Ensuite, les DAF, avec la numérisation, augmentent les capacités de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les DAF génèrent avec le numérique de nouvelles activités, de nouveaux revenus et de nouvelles fonctions. Par exemple, les solutions permettent d'identifier de nouvelles ressources, de nouvelles actions et de nouveaux marchés jusqu'alors qui n'étaient pas identifiés. Les IA vont faciliter l'optimisation de trésorerie, l'obtention ou la délivrance de financements dédiés ou encore le déploiement de solutions e-commerce par exemple. Ce qui enclenche évidemment de nouvelles fonctions. Et on le voit encore, le DAF permet de faire naître de nouveaux projets et de nouveaux métiers. Il est un acteur clé de la communication avec les parties prenantes et dans la mobilisation projet. Il fixe et détient les indicateurs de performance et c'est bien lui qui impulse des actions d'amélioration ou de correction, de par sa capacité à la fois financière, décisionnelle et d'accompagnement. Il participe activement au choix de financement des différentes solutions et permet de résoudre les difficultés des passages numériques ou liés à la RSE. Il mesure toute la valeur ajoutée du projet
aux différentes étapes des mutations. Alors, comment réussir ces transformations? Et je dirais, c'est comme tout, il faut d'abord disposer de bons outils. Tout d'abord, il convient d'améliorer l'expérience utilisateur. Les décideurs veulent des interfaces simples et fluides, tout comme le consommateur d'ailleurs. Des études récentes publiées par France Num révèlent que le principal moteur de la transformation est l'expérience client. Ils souhaitent utiliser, comme nous tous, des solutions qui traitent de bout en bout les processus financiers et la conformité. Ils veulent des solutions en self-service pour construire leurs propres outils et pour répondre précisément à leurs propres attentes. Ils veulent des solutions Lego pour construire leur propre parcours à travers des briques qui les intéressent. Inutile de s'encombrer avec des solutions qui viennent engorger et limiter notre capacité de décision. Ils souhaitent accéder à des données, partager les informations rapidement depuis un PC, un smartphone, une tablette, en tout lieu, et ce, grâce au cloud. C'est un critère essentiel pour eux. Et ils le disent, car ils ont besoin de flexibilité et de réactivité. Ainsi, trop d'éléments affichés empêchent la fluidité. Et ça freine à la bonne décision, faute de clarté. Prenons l'exemple des applications bancaires. Elles sont de plus en plus épurées et simples, à l'image des solutions Google d'ailleurs. La trop grande densité d'informations empêche la visibilité et la compréhension. Les DAF sont comme tous les autres consommateurs, ils sont habitués à des interfaces simples et normalisées. Ils s'attendent à avoir une barre de recherche au cœur de leur écran et réaliser des opérations étape par étape. Ils sont mobiles, ils sont connectés et ils demandent de plus en plus de réactivité. Bref, ils sont plus exigeants qu'hier, comme nous tous. Également, le DAF doit pouvoir partager et interagir avec n'importe quel service ou n'importe quel tiers. Il a une carte mentale et une éducation aux écrans, comme nous tous. La simplification des interfaces permet donc à tout utilisateur de pouvoir prendre en main les outils et sans éducation préalable. Et c'est quelque chose de majeur, puisque l'utilisateur s'y retrouve spontanément, sans perdre de temps et sans faire d'erreur, et donc avec des gains de productivité. Par ailleurs, une bonne expérience utilisateur abaisse la charge de travail, rend agréable et plus facile les opérations financières et analytiques complexes. De la même manière, avec une bonne expérience client, 54% des entreprises françaises notent une amélioration de satisfaction des clients. 42% observent une amélioration de leur rentabilité. Et enfin, 41% apportent une hausse de la fidélité client selon une étude d'Axscale. C'est ainsi que les DAF contribuent dans les critères d'achat à l'acquisition des solutions digitales les plus performantes au sein des entreprises, car ils sont confrontés à ces expériences et ont tout à fait conscience des gains. Ensuite, la clarté des informations permet au directeur financier de décider des changements et d'affecter les bonnes ressources pour les bonnes activités au bon moment. La visualisation de bons indicateurs permet d'établir une analyse pertinente pour fonder une stratégie financière efficace. Enfin, avec des interfaces simples, ils peuvent relayer des informations claires auprès des parties prenantes et c'est un axe majeur de communication et c'est un axe majeur qu'ils attendent. Alors, autre élément important, c'est la maîtrise de données. Les DAF sont confrontés aujourd'hui à la gestion d'une multitude de données financières et extra-financières et ça va s'accélérer. Aujourd'hui, la donnée est abondante. Elle est dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. La difficulté est donc la qualité de la donnée. La donnée abondante, le problème, c'est la qualité. Et sans cette qualité, il n'y a pas de bonne information et de bonne décision. La donnée est le carburant d'IA et donc de l'aide à la prise de décision. L'un des enjeux est donc d'établir une gouvernance de la donnée pour exploiter les opportunités. Et les DAF s'emparent du sujet d'ailleurs. Ils savent depuis longtemps gérer les données et les informations. Avec de nouveaux outils, la donnée va permettre de nouveaux services, de nouveaux modèles d'entreprise et de nouveaux business models. Je m'explique à travers l'exemple Michelin. Tout le monde le sait, Michelin fabrique des pneus. Les pneumatiques sont désormais dotés de capteurs. Ils permettent ainsi de connaître les informations sur la conduite de la personne, l'état du véhicule ou de la route,
la consommation, mais aussi le niveau d'usure des éléments permettant d'enclencher à Michelin la production de nouveaux produits ou de prédire une maintenance. Le groupe Michelin développe ainsi des services numériques liés pour gérer les flottes de véhicules, géolocaliser les marchandises, mais aussi pour permettre à ses clients de réaliser des réductions de consommation de carburant allant jusqu'à 2 litres par 100 km. Ce n'est pas du tout anecdotique. Michelin a changé également son modèle économique. Il est ainsi passé de la fabrication et de la vente de pneus à des services d'abonnement comprenant un système de gestion, une formation aux techniques d'éco-conduite et des pneus optimisés qui garantissent une récurrence financière tout en abaissant les coûts de production et de gestion. Alors, autre élément majeur, la maîtrise de la donnée se fait avec de bons outils et ouvre considérablement des opportunités, car c'est l'opportunité d'automatiser. C'est aussi un moyen de créer de la confiance au sein des organisations ou avec l'extérieur, en faisant circuler la donnée et en créant de la valeur ensemble autour de la donnée. C'est enfin l'occasion d'améliorer la maîtrise ou le contrôle à travers le reporting ou la conformité. La donnée est également ce qui irrigue l'organisation et la transforme. Selon Gartner, la capitalisation boursière d'une entreprise qui exploite intelligemment ces données serait 3 fois supérieure à la moyenne des autres entreprises. On le voit. Grâce au croisement de données issues à la fois de sources internes et externes, structurées ou non, il est possible d'ouvrir de nouvelles innovations. On peut, par exemple, réaliser des scorings pour noter ses fournisseurs ou ses clients ou ses partenaires et savoir ainsi leur qualité et leurs défauts. On peut aussi utiliser les données pour faire des prédictions. Par exemple, les banques utilisent les données de Google pour prédire les évolutions de consommation. Le transporteur Astouin, par exemple, qui est une jolie PME, utilise les données de ses flottes de véhicules pour prédire les meilleurs trajets et ainsi abaisser ses consommations de 30%, soit 80 000 euros par an. Donc on le voit bien, les solutions permettent de prédire des sources d'économie, mais également, par exemple, d'évaluer des risques d'impayés. L'autre point est la donnée au service de vos clients. Elle permet de développer des produits et des services, ce que je dirais 4P, c'est-à-dire prédictif, préventif, personnalisé et participatif. Par exemple, l'exploitation des données permet de prévoir les impayés. BNP arrive à prédire des situations financières difficiles de ses clients, plusieurs mois à l'avance. Elle peut proposer ainsi des solutions dédiées à la situation pour remettre en selle les clients. Dans le secteur de l'assurance, les compagnies peuvent proposer des réparations ou maintenance prédictive et ainsi évaluer en temps réel la valeur de l'actif ou les risques. Dans le domaine de la publicité est personnalisée, allant jusqu'au prénom du nouveau-né, etc. Et pour permettre ainsi d'adresser les bons produits et aux bons services adaptés à chaque anniversaire de l'enfant. On le voit bien, les produits vont évoluer au fil de l'âge du consommateur. Par ailleurs, le partage de données autour des plateformes permet de co-construire des offres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est par exemple le cas des plateformes qui permettent à la fois de mettre au point le produit et de le financer. Sur une plateforme de crowdfunding, vous avez à la fois votre demande qui se crée et l'offre qui vient se retrouver à la demande, ce qui est relativement intéressant. Enfin, la donnée est l'opportunité d'ouvrir son entreprise avec des parties prenantes pour partager les données et imaginer des systèmes d'innovation pour élaborer de nouveaux usages, de nouveaux produits, de nouveaux services. Et c'est pour ça que le DAF peut être le pilote des données et travailler en co-innovation sur la donnée pour bâtir des modèles à co-construire avec les différents acteurs de l'écosystème. Le DAF sera probablement le gestionnaire capable de garder en interne les données vitales, celles qui sont donc stratégiques et qu'il faut conserver coûte que coûte,
et celui qui sera capable de diffuser celles qui ne sont pas stratégiques et de conserver les systèmes de gestion spécifiques sur des produits logiciels ou savoirs stratégiques. Donc, on voit bien dans ce dernier point que la donnée est stratégique, elle peut être ouverte, fermée, semi-partagée, et elle doit être protégée, notamment dans le cadre de la cybersécurité, puisque si vous faites dérober vos informations ou votre donnée, c'est votre fonds de commerce et votre entreprise qui risque d'être en péril. Enfin, un autre facteur de la transformation, c'est la réglementation. Et de plus en plus, les différentes réglementations imposent la transformation numérique et l'innovation numérique et sociétale. Par exemple, les factures avec les institutions publiques sont obligatoires depuis 2017 et les entreprises n'ont pas le choix d'adopter la dématérialisation. Le projet de loi de finances 2020 rend obligatoire la facture électronique à compter de 2023 et au plus tard un passage en 2025 pour l'ensemble des relations interentreprises. Donc on le voit, la réglementation impose la numérisation. Par exemple, actuellement, seulement 10% sur les 2,5 milliards de factures qui sont émises chaque année en France, on voit qu'il y a des marges de manœuvre conséquentes. Et pour rappel, le Code général des impôts reconnaît que 3 types de transmission: le DI, le PDF avec signature électronique et le suivi avec une piste d'audit fiable. Donc l'une des clés de voûte est la signature électronique, puisqu'elle apporte la confiance et des gains conséquents, tout en répondant à nos besoins de sécurité. Par ailleurs, les technologies reposant sur la blockchain amènent également des possibilités qui sont importantes dans la gestion des opérations, des données, des échanges et des règlements financiers, par exemple. Je crois que c'est quelque chose de très important pour les DAF. Les gains reposent sur l'automatisation et la collecte des données, mais aussi sur l'abaissement des coûts. Une étude d'Ernst Young présente un coût de 7 € pour l'envoi d'une facture papier émise contre 0,3 € dans un format électronique, bien qu'il faille ajouter le coût environnemental, bien sûr. Le coût d'une facture papier reçue est de 15 €. Donc, entre la facture émise et la facture reçue, c'est un coût de traitement global d'environ 22 €. Donc, pour les 4 millions d'entreprises, c'est une réduction de près de 100 millions d'euros par an. C'est sans compter les risques d'amende et les risques tout court qui sont évités. Par ailleurs, plusieurs réglementations liées à la TVA, à la facture, à la lutte contre la fraude, ou encore le Green Deal européen vont imposer la dématérialisation et fournir davantage d'informations financières et non financières. La réglementation tend à de la transparence et à la fourniture de données et d'informations. Et on voit bien que la réglementation, du coup, impose à innover en se dotant d'outils numériques, car nous sommes incapables de comprendre la multitude de données et de la traiter. Donc, en apprenant à gérer et à diffuser les données, on va évidemment aller plus vite et mieux décider. Et là-dessus, la réglementation donne du sens au numérique. Elle permet de mettre en mouvement les parties prenantes et d'utiliser le capital immatériel de l'entreprise. Elle permet, avec la mise en place d'outils, de se rapprocher des différentes parties prenantes et de les faire participer au changement. C'est formidable, je trouve. Enfin, quels sont les bénéfices liés au numérique? Alors, je pense que le premier bénéfice, comme on l'a vu, il est économique. Les développements des capacités et l'abaissement des coûts apportent des gains financiers annuels qui sont conséquents. Le deuxième bénéfice est celui de l'emploi et de la formation et l'apparition de nouveaux métiers. La mise en place et l'utilisation d'outils numériques permet d'élever les compétences des employés de l'entreprise et de gagner en performance globale, tous ensemble. Et plusieurs études de France Stratégie ou de l'OCDE montrent le gain en performance des parties prenantes. Le gain annuel, par exemple, lié à la hausse du niveau de compétences, se traduit en millions d'euros.
Les études montrent que la formation et l'accompagnement à l'usage des outils numériques contribuent à diminuer les pertes et les échecs. Ils augmentent les chances de réussite sur les marchés. Les entreprises utilisant davantage de numérique disposent de 25% de performances supplémentaires. 25% de performances supplémentaires, c'est pas du tout anecdotique. Et c'est sans compter l'augmentation des marges liées à une plus grande optimisation des ressources. Selon le cabinet Gardner, les entreprises qui investissent de numérique connaissent également une croissance 6 fois supérieure par rapport à leurs pairs, restés dans une approche traditionnelle. Enfin, troisième avantage, c'est d'offrir la possibilité d'abaisser des contraintes et les charges administratives et procédures. Et ça, les solutions numériques permettent de réaliser facilement des démarches administratives et parfois totalement automatiquement. C'est donc une source puissante d'économie et un gain de temps et en sécurité juridique. Enfin, le numérique facilite la cohésion et la participation de tous dans l'entreprise, mais également à l'extérieur de l'entreprise. Les outils numériques permettent la capitalisation des savoirs, des échanges, de la connaissance de l'entreprise. Ils permettent de faire circuler la connaissance auprès de la personne qui en a le plus besoin, mais également de l'enrichir par les différentes personnes. Ainsi, avec le numérique, on peut mobiliser les intelligences individuelles, les intelligences artificielles, les intelligences collectives pour apporter l'information, le savoir dans les mains des personnes qui en ont le plus besoin et qui sont le plus à même de décider. On apporte l'information au bon niveau au sein de l'entreprise. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il est possible d'avoir des intelligences augmentées pour décider mieux et plus vite. Alors désormais, c'est à vous de décider. Voilà ce que j'avais à dire. Merci Patrice. Bon, merci. Merci Patrice. Bon, cette dernière phrase est intéressante, effectivement. On décide mieux, mais ça reste quand même à nous de décider. Donc, l'humain reste quand même au centre. L'automatisation est une valeur ajoutée, mais ne vous inquiétez pas pour votre poste. Il y a encore de la place dans la fonction. Exactement, beaucoup de choses à D'ailleurs, faire. exactement. Ça m'amène à faire un petit peu le point, à dresser le bilan sur le profil de ce futur DAF 4.0, donc qui va être à la fois un sprinter, qui va être à la fois un marathonien, mais aussi un coach et un arbitre. Alors pourquoi il a un peu tous ces rôles? C'est que il est à la fois sur un rôle de conseil, il est à la fois partie prenante, il doit avoir une capacité également à éclairer et aussi à faciliter les prises de décision. Et puis, comme il a une connaissance approfondie des organisations qu'il peut avoir par l'analyse des données financières, il va avoir un rôle crucial, majeur, dans les stratégies d'entreprise. Donc le DAF, il a toujours eu en fait un rôle clé au sein des entreprises de par ces capacités-là. Et aujourd'hui, ça va être le moteur de cette transformation digitale, puisqu'il va avoir un rôle central à jouer pour assurer la réussite. Et ça pour deux raisons. C'est que c'est une fonction qui est au cœur des processus. On l'a vu à travers ce qu'expliquait Patrice. Et puis le décideur, il va être amené en fait à les optimiser. Donc c'est vraiment un parcours main dans la main, j'allais dire, entre le DAF et le décideur. La seconde raison, c'est que le DAF change de rôle. Il devient maintenant le bras droit de la direction générale. Il peut grandement aujourd'hui influencer sur la stratégie de l'entreprise et notamment en matière de digitalisation. Il va être donc à la fois central et moteur. Si on résume un petit peu toutes ces qualités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le DAF, on va nommer 4.0 dans cette nouvelle ère, il devra être à la fois un fin stratège, il devra être un garant de la sécurité, ça devrait être également un gestionnaire, et puis ça devrait être un visionnaire, tout en ayant la capacité d'évoluer dans un environnement 4.0. Et notre directeur des opérations adjoints l'indique également ici, c'est que le DAF va passer en fait d'une fonction finance pure, qui était vraiment portée uniquement sur des chiffres quasiment à l'ancienne, on va dire, à aujourd'hui une fonction de gestionnaire d'un écosystème qui est à la fois interne dans l'entreprise et externe, qui doit s'adapter à tout l'environnement et notamment l'environnement concurrentiel. Alors, si je reprends une citation, enfin si je cite plutôt le cabinet Deloitte, Deloitte dit que la transformation digitale va nécessiter en fait de suivre un parcours
vers une maturité digitale. Et la première étape, ça va être l'intégration d'outils digitaux qui vont être destinés à améliorer l'efficacité de l'activité. Alors, autrement dit, selon Deloitte, les premières étapes du parcours doivent en fait prouver tout de suite leur pertinence grâce à une efficacité immédiate. Et quand on parle de toutes les technologies actuelles, dématérialisation, intelligence artificielle, analyse prédictive, blockchain, data visualisation, machine learning, eh bien tous ces mots, ils sont maintenant rentrés dans le jargon quotidien des financiers. Si vous êtes avec nous sur ce séminaire aujourd'hui, vous les entendez régulièrement. Et ils chamboulent un petit peu la fonction en amenant une nouvelle ère pour l'entreprise. En fait, c'est des technologies qui vont permettre une approche de la transformation digitale qui sera très pragmatique. Elle va en fait représenter des moyens d'amorçage pour l'ensemble des directions. Et ça, à travers 3 leviers. Le premier levier, c'est le levier économique. Pourquoi? Parce que ces technologies vont permettre des gains de temps et une baisse des coûts. Ensuite, ça va être un levier d'engagement. Les collaborateurs vont pouvoir se tourner vers des tâches à forte valeur ajoutée. Et puis enfin, c'est une plus grande sécurisation également de l'ensemble des processus, de la donnée et de la conformité, avec un encadrement qui va être informatisé et qui va permettre de contenir tout risque de débordement. Et c'est l'association de toutes ces technologies qui permettra aujourd'hui une mise en place qui va être rapide et opérationnelle, alors qu'auparavant, on était sur des vastes plans stratégiques à 5 ans qui souvent n'aboutissaient pas. Et donc, en fait, ces technologies qui vont créer les opportunités stratégiques. Vous avez ici quelques données et la pertinence des nouvelles technologies telles qu'elles sont accueillies par les DAF. Vous pourrez retrouver ces informations à travers le support de cette présentation que vous pourrez demander à la fin de cette session. Il est également téléchargeable sur le blog GoToWebinar. À droite, vous avez des documents normalement qui sont disponibles que vous pouvez télécharger dans ce support. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous en faire la demande à travers le questionnaire de fin de session. J'y reviendrai dans quelques instants. Donc aujourd'hui, on peut se demander pourquoi se tourner vers la dématérialisation, notamment du processus purchase to pay, de gestion des achats et de comptabilisation des factures. Bien simplement parce que c'est un processus, ce processus P2P qui est aujourd'hui manuel. Et du fait qu'il est manuel, il est source d'erreur, il est coûteux, et puis il est chronophage. Il prend plus de 60% du temps d'un comptable. Et puis, choisir de dématérialiser et d'automatiser son processus, purchase to pay, ça permet à la fois de gérer et d'automatiser à travers une seule et même solution tout ce qui est gestion des engagements et des dépenses et de pouvoir en tirer de nombreux bénéfices comme la réduction des coûts administratifs, comme l'accélération du délai de traitement, mais aussi l'industrialisation et la sécurisation des processus, et tout en améliorant le contrôle de gestion et en étant, comme l'annonçait Patrice, il y a des nouveaux projets de loi, et pour se mettre en conformité avec la réglementation, ces outils sont des véritables vecteurs de mise en conformité. C'est très compliqué, avec des process manuels, d'être en conformité avec la réglementation. C'est impossible. Donc, des outils technologiques qui suivent cette réglementation sont indispensables aujourd'hui. Et puis, il y a également des nouveaux besoins qui sont d'avoir une simplicité de mise en œuvre. Et aujourd'hui, avec les outils qui existent sur les processus P2P, on peut facilement mettre en place les nouveaux process automatisés avec une utilisation simple, avec une interface qui est ergonomique, avec des modèles en mode cloud qui ne nécessitent plus d'installer du matériel sur place, facile à déployer, puisque c'est immédiat, le service est prêt à être utilisé. Il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de coût d'achat et il n'y a pas de temps consacré par le service informatique pour mettre en place la solution. À la rigueur, une participation du service informatique dans la mise en œuvre du projet ou dans le choix du projet me paraît pertinente parce que le service informatique va avoir son mot à dire, notamment sur souvent la sécurité ou sur le choix technologique de la solution. Ensuite, pouvoir maîtriser ces données et ces processus comptables, ça va également, à travers l'automatisation, permettre de gagner en performance grâce, comme le disait Patrice, à des niveaux de performance aujourd'hui qui vont pouvoir atteindre 80% de factures automatisées. Et ça, sans avoir besoin que vous interveniez sur le process. Et c'est notamment possible grâce à l'intelligence artificielle. Ça va permettre également d'être en conformité
et de se conformer notamment à la réglementation, mais aussi à la sécurité, et d'être sûr que c'est le bon valideur qui va donner son accord sur la facture à régler. Limiter également les risques de fraude et puis maîtriser son circuit de bout en bout. Donc, ce qui correspond aux besoins c'est ce qui correspond aux besoins des DAF, tout ce que je vous ai expliqué, parce qu'aujourd'hui les DAF doivent mener de front plusieurs batailles, et à travers ces solutions, notamment celles que Use propose, et je vais y revenir, ça va permettre d'avoir une solution globale qui couvre l'intégralité du processus et qui va offrir simplicité, performance et conformité pour pouvoir justement laisser le temps au DAF de se consacrer à la stratégie, de se consacrer à l'étude des données pour en tirer des développements compétitifs et concurrentiels vis-à-vis des autres entreprises. Donc c'est vraiment un vecteur de croissance important pour l'entreprise aujourd'hui. Alors, comme je vous ai parlé de ces solutions nouvelles, Use en fait partie, effectivement, et on va se mettre au service de votre transformation digitale. Alors, pourquoi Use aurait la légitimité dans ce schéma, dans ce secteur d'automatisation? Eh bien, parce que c'est une société qui est née dans le cloud. On dit qu'elle est cloud native. On est né dans le cloud en 2010. On propose, et on a toujours proposé des solutions cloud, parce qu'on était persuadé, quand on a lancé la solution en 2010, que c'est un socle aurait du succès. Et aujourd'hui, ça ne se dément pas. Le cloud a le vent en poupe, et c'est aujourd'hui un moyen de déploiement qui est privilégié par rapport à ce qu'on appelle du on-premise. Aujourd'hui, c'est un pari réussi aussi parce qu'on a plus de 50% de croissance par an. Donc, on est bien accueilli. On voit que le modèle fonctionne bien. On a des bureaux aujourd'hui aux États-Unis, en Europe. On développe notamment le marché américain avec une antenne au Texas, et puis on développe également le marché anglais. On se rend sur le marché espagnol, et on a d'autres plans d'externalisation. C'est une société française à la base qui est située à Émargues, entre Nîmes et Montpellier. Mais ça marche tellement bien qu'on arrive également à exporter la solution. C'est plutôt bien pour une société française aujourd'hui. On a plus de 3000 clients, 200 000 utilisateurs à travers ces 3000 clients, plus de 30 pays qui sont représentés à travers les différentes filiales, 100 000 entreprises et 20 millions de documents également qu'on va traiter par an, avec un cœur de métier qui est le traitement automatique de documents. C'est vraiment notre cœur de métier, ce qui va faire la différence. Et aujourd'hui, on réinvestit 25% de notre chiffre d'affaires en R&D. C'est l'un des plus gros réinvestissements sur ce domaine d'activité en Europe, ce qui vous montre qu'on a à cœur de faire évoluer la technologie, qu'on essaye d'être les pionniers, les précurseurs sur ce domaine-là. D'ailleurs, on a des scientifiques qui travaillent en R&D chez nous et qui ont publié plus de 100 articles scientifiques. Et si on cumule leurs recherches, c'est plus de 1000 annéums en R&D cumulés. Aujourd'hui, Use, c'est à la fois une solution qui est simple, qui est puissante et qui est sécurisée. On parle de solution sûre. Simple parce qu'on peut la paramétrer en quelques clics. Pas besoin d'être informaticien pour configurer la plateforme. C'est complètement intuitif, ergonomique. Ça a été pensé d'ailleurs pour que n'importe quel utilisateur novice puisse l'utiliser facilement. On parle de productivité parce que on a un taux d'automatisation aujourd'hui de 80% qui va vous permettre d'automatiser toutes vos factures très rapidement avec ce taux important, sans avoir besoin pour autant de passer du temps à paramétrer l'outil. Rapidité, puisqu'on va valider en un clic. Il n'y a plus de documents qui passent à travers des bannettes papier, qui sont sur un bureau, qui se perdent dans des envois postaux. Le document arrive dans l'outil, il va chez le bon valideur, le valideur clique et donne son accord ou refuse s'il souhaite mettre cette facture en litige. Traçabilité, on va pouvoir suivre de bout en bout tout ce qui se passe sur une facture. On l'a validée à un moment donné, elle est où maintenant? Eh bien, on va voir chez qui elle se situe. Est-ce qu'elle est en cours de validation? Est-ce qu'elle est en litige? Est-ce qu'elle est en comptabilité? Sécurité, on pourra détecter les fraudes, sécuriser les documents, notamment à travers des modules intelligents. On appelle notre module Use Protect, et ça va permettre de détecter un chiffre anormal, un montant qui est inhabituel, une facture qui a été trafiquée. On parle de stéganographie, la capacité de visualiser une facture qui est passée par Photoshop, par exemple, de voir si un IBAN, un IBAN ne correspond pas à celui de la fiche fournisseur lorsqu'il est sur la facture, et ainsi prémunir une facture frauduleuse, et puis de cloisonner le process de validation de manière à éviter qu'un faux valideur donne son accord, puisqu'il faut forcément s'identifier pour valider un document. Vous ne prenez pas de risque puisque vous pouvez tester gratuitement Use et sans engagement pour confirmer que la solution correspond bien à vos attentes, et ça, vous pouvez faire la demande à travers le petit questionnaire en fin de session.
Si je vous présente le schéma fonctionnel pour comprendre ce que peut vous apporter la solution de dématérialisation de bout en bout, en P2P, on va pouvoir gérer les achats directement dans Use, créer, valider des demandes d'achat, convertir en commandes, gérer les réceptions, les rapprocher des commandes. Tout ça peut être fait directement dans Use ou alors importé dans Use si vous bénéficiez déjà d'un outil de gestion des achats. À ce moment-là, Use va pouvoir interopérer avec votre outil de gestion des achats et récupérer les numéros de commande avec tout le contenu pour ensuite faire le rapprochement. On parle aussi d'un bloc de capture multicanal. On va pouvoir capturer la facture où elle se trouve, qu'elle soit papier, que vous la scanniez, que vous l'envoyez par email, que ce soit un flux EDI. Patrice parlait de l'obligation en 2023 maximum d'émettre toutes les factures en électronique. Les flux EDI font partie de ces flux électroniques. Use sait les gérer. On est même capable de reconstruire une facture à partir d'un flux EDI pour avoir une visibilité telle qu'on l'aurait avec une facture standard. On peut utiliser le téléphone portable en le prenant en photo la facture. Vous pouvez aspirer les factures directement sur les portails fournisseurs. Il y a tous les moyens en fait qui existent aujourd'hui peuvent être utilisés pour récupérer la facture. Lorsque cette facture est récupérée, on applique un algorithme d'intelligence artificielle dont on parlait tout à l'heure. Ça va permettre d'extraire les données et surtout de les associer aux valeurs nécessaires pour l'enregistrement comptable, montant en taxe, numéro de document, TVA, TTC, etc. Et Use va pouvoir également automatiser la facture, c'est-à-dire mettre l'imputation comptable qui correspond au fournisseur, vérifier que les taux TVA sont les bons, que la facture est correctement équilibrée et ainsi l'enregistrer automatiquement en comptabilité. Si la facture est une facture sur commande, Use récupère les éléments de la commande, fait le rapprochement. S'il y a un écart, ça peut partir chez un valideur pour voir d'où vient cet écart et si on accepte cet écart ou pas, ou si on la met en litige. Et on appliquera à ce moment-là un circuit de validation qui est configurable dans Use, qui peut aller de 0 à 9 étapes. Et Use va à ce moment-là envoyer la facture vers le bon valideur en fonction de certains critères comme l'analytique, le compte de charge, de dépenses, le nom du fournisseur, le site, etc. On est en mesure également, dans ce circuit P2P, de gérer les paiements, de pouvoir gérer les campagnes de paiement, dire OK, je règle la totalité de la facture, je n'en règle qu'une partie parce qu'on est en litige, on a reçu du matériel abîmé, de pouvoir générer un fichier CEPA pour le déposer à la banque, ou encore d'envoyer les informations à l'ERP. Aujourd'hui, Use est en mesure de communiquer avec plus de 200 outils comptables ERP à travers ce qu'on appelle des connecteurs qui vont faire l'interface entre les deux, entre Use et votre ERP. Et si vous aviez un ERP spécifique, on est capable également de développer des connecteurs spécifiques. En bout de chaîne, ce qui est intéressant, c'est que vous allez bénéficier également de fonctions de recherche, de consultation, de pilotage et de tableau de bord. Pourquoi? Parce que tous les documents que vous allez mettre dans Use vont être stockés. Ils vont être stockés au minimum 6 ans. On peut aller jusqu'à 10 ans avec le module Use Protect à travers la valeur légale. Et on va pouvoir ainsi retrouver tous les documents qui sont mis dans l'outil, pouvoir les classer automatiquement, dynamiquement, dans l'outil, tu me retrouves tous les documents qui correspondent à tel critère. Et c'est l'outil qui va les classer tout seul. De pouvoir piloter, de pouvoir extraire les informations qui ont été enregistrées dans Use, donc tous les analytiques, tous les factures, tous les types de dépenses vont pouvoir être utilisés pour être exportés par exemple vers un outil de BI ou encore pour permettre du contrôle de gestion. On va bénéficier également d'indicateurs avec un véritable tableau de bord qui va vous dire mois par mois combien vous avez géré de documents, combien de dépenses vous avez géré pour tel fournisseur, sur tel site, sur telle période, telle catégorie. Tout ça va pouvoir être visible de manière dynamique, exportable, et vous allez pouvoir également bénéficier de KPI, qui sont des informations chiffrées qui vont permettre de dire si votre configuration est optimisée ou pas, et si ce n'est pas le cas, quels sont les leviers d'optimisation que vous pouvez mettre en place pour améliorer encore plus l'automatisation.